GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Ici Marie-Christine Pinochet. Bienvenue à ce nouvel épisode de GénérationSoccer.tv. On se souviendra longtemps de l'arrivée presque surréelle de Didier Drogba chez l'Impact de Montréal, ainsi que du match opposant le PSG contre l'Olympique lyonnais au Stade Saputo. Nous vous proposons une émission spéciale dédiée à ces instants mémorables de notre soccer québécois. Débutons dès maintenant avec le match opposant les Géants parisiens contre les Olympiens lyonnais en sol montréalais. Le segment Sur la route vous est présenté par Coca-Cola. Pour la deuxième fois de son histoire, le Trophée des champions était de passage à Montréal. Deux géants croisent le fer. D'un côté, Paris Saint-Germain et son imposant arsenal composé des Ibrahimovic, Silva et compagnie, et de l'autre, l'Olympique lyonnais et sa jeune sensation Alexandre Lacazette, l'élite du foot mondial en sol québécois. Aujourd'hui, les deux équipes s'entraînent au Stade Saputo et nous en avons profité pour piquer un brin de jasette avec nos cousins journalistes afin de mieux comprendre l'enjeu du Trophée des champions. C'est le premier gros match de l'année footballistique en France, avant la reprise du championnat. C'est le premier rendez-vous chaque année qui oppose traditionnellement le champion au vainqueur de la Coupe nationale. Cette année, c'est un petit peu différent puisque Paris a gagné et le championnat et la Coupe de France. Donc Paris ne pouvait pas jouer contre Paris. Donc l'équipe qui, dans ce cas-là, dispute le Trophée des champions, c'est l'équipe qui a terminé deuxième du championnat, en l'occurrence l'Olympique lyonnais. Et les mauvaises langues qui disent que c'est potentiellement un match d'exhibition. C'est vrai qu'au début, c'était plus considéré comme un match de préparation, un dernier match amical avant la reprise du championnat. Maintenant, c'est quand même différent puisqu'il s'agit vraiment dans l'esprit des joueurs et des gens, des dirigeants des clubs, du premier titre distribué de l'année, avant donc le titre de champion, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Donc ça fait partie du palmarès et les joueurs vraiment font tout pour remporter ce premier titre de l'année et ajouter à leur palmarès une ligne de plus. Nous avons eu la chance de rencontrer Bruno Chéroux, ancien joueur français, aujourd'hui analyste pour la station beIN Sports. C'est le lancement tout simplement de la nouvelle saison, donc c'est un match très important pour savoir si les équipes sont déjà en forme, si elles sont déjà prêtes à attaquer le championnat dans une semaine. Juste revenir un peu également sur Alexandre Lacazette, il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert tout au long de cette période. On a décidé de le garder. Combien de temps on va être en mesure de conserver ce joueur? Est-ce que Lyon a les ressources financières pour le garder encore longtemps? Non, certainement pas. Maintenant, il n'y a pas eu la proposition qu'ils espéraient. Ils espèrent certainement que l'Olympique lyonnais en Ligue des Champions soit performant, que Lacazette continue de marquer des buts et avec de bonnes performances de Lyon et de Lacazette en Ligue des Champions, certainement que sa valeur sera encore plus importante. Donc je pense que Jean-Michel Aulas et l'Olympique lyonnais attendent une belle saison de l'Olympique lyonnais et de Lacazette pour pouvoir le valoriser encore un petit peu plus. Votre frère joue en MLS, vous avez passé quelques temps ici en Amérique du Nord. Que pensez-vous entre autres du foot qui se développe ici en Amérique du Nord et puis entre autres au Canada? Je pense que c'est en train de prendre. Il y a forcément de grandes stars comme Pirlo, Kaka, l'Impact de Montréal. On a vu la présentation de Didier Drogba qui a été assez impressionnante. Donc je pense que c'est en train de prendre. Benoît s'éclate, il joue à Toronto. Bon, c'est l'équipe un peu rivale de Montréal, mais ça se passe plutôt bien pour lui. Il est ravi, il est content. Et j'espère que la MLS va continuer petit à petit avec ce business plan économique comme les Américains et les Nord-Américains savent le faire. Je pense que ça va être difficile de rivaliser avec eux dans les 10 prochaines années. Nous avons également pu nous entretenir avec Xavier Giraudon de Canal+, qui nous explique l'importance du Trophée des champions en France. Alors d'abord c'est important parce qu'on a face à face les deux meilleures équipes françaises. Paris qui sort d'une phase de préparation assez impressionnante et qui est en train année après année de prendre une autre dimension sur la scène européenne, et l'Olympique lyonnais qui est vraiment une pépinière de jeunes de formation, un club régulier, estampillé européen qui retrouve la Ligue des Champions. Lyon qui a gêné par 2 fois en championnat à Paris la saison passée sans que les Parisiens les battent. Donc on a les deux meilleures équipes. Ce qui est bien aussi c'est qu'on a délocalisé ce trophée. Ça a été Montréal pour une nouvelle fois, il y a eu Pékin, il y a eu le Gabon. C'est une bonne promotion pour le foot français, pour la Ligue 1 qui autour notamment de l'éclosion et du changement de statut du Paris Saint-Germain est un championnat qui est en train de rattraper peut-être progressivement la Première Ligue et les autres championnats, en tout cas qui est en train de se positionner parmi les très bons championnats européens. Le Paris Saint-Germain est maintenant un géant du foot. Leur montée en puissance a eu un effet direct sur le reste de la Ligue 1.
Parlons-en un peu de Paris Saint-Germain. Depuis 3 ans, on a gagné les 3 championnats. C'est vraiment une équipe qui est allée chercher des grandes vedettes. Est-ce que ça a créé un petit peu, déstabilisé du moins la Ligue 1, d'amener tous ces gros joueurs? Est-ce qu'il y a peut-être un peu de jalousie de la part des autres équipes? Peut-être, mais il ne faut surtout pas qu'il y en ait de la jalousie. Au contraire, il faut que le Paris Saint-Germain et la puissance qu'ils amènent dans le championnat de France soit vraiment un vecteur pour que toute la Ligue 1 puisse être tirée vers le haut. Et c'est ce qu'essaye de faire Lyon, essayer de suivre le rythme du Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est pas évident parce que le Paris Saint-Germain a placé la barre très très haute. Alors c'est partagé parce que d'un côté tout le monde est persuadé que Paris Saint-Germain tire la Ligue 1 vers le haut. Lorsque vous avez une équipe comme le Bayern, le Real Madrid, comme Chelsea, comme Barcelone dans votre championnat, c'est-à-dire de cet acabit-là, ça tire tout le championnat et donc toute la Ligue et la formation vers le haut et également les médias, donc les accompagnateurs, tout ce qui tourne autour du football, le merchandising également. Et puis effectivement, à l'image du fair play financier où il y a eu des débats récemment, lorsqu'on a 7-8 fois le budget du 4 ou 5e en France, effectivement c'est parfois un peu déséquilibré. Il y a une rivalité assez moderne, on va dire, avec l'Olympique de Marseille, une rivalité sportive avec Lyon et avec Monaco, mais je pense que Paris aujourd'hui est respecté par tous, courtisé, jalousé comme tous les grands en Europe, mais là il n'y a rien d'extraordinaire. Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission avec un reportage sur ce match opposant l'Olympique lyonnais au Paris Saint-Germain. Le conseil Santé Soccer de la semaine vous est présenté par Kinatex Sport Physio. Pour le conseil Santé Soccer de la semaine, nous demandons à Stéphane Lamy, le coordonnateur de l'équipe médicale de l'Impact de Montréal, s'il est possible de prévenir les blessures à la cheville. Les blessures à la cheville, on ne peut pas vraiment les prévenir. En fait, quand il y a un accident, que quelqu'un nous fait un tacle, par exemple, on ne peut pas prévenir ces choses-là. Cependant, une fois qu'on s'est fait une entorse à la cheville, c'est là qu'on peut prévenir les récidives. Et puis, c'est d'ailleurs un des facteurs les plus importants de récidive, c'est justement une blessure antérieure. Donc, une fois qu'on s'est blessé à la cheville, il faut bien prendre soin de la récupération. Il ne faut pas retourner au jeu trop rapidement. Il faut prendre les soins qui sont nécessaires. Et parfois, ça veut dire aussi consulter un physiothérapeute qui va pouvoir vous guider. Et à la limite, donner certains exercices de rééducation parce qu'une des choses qu'on perd, c'est l'équilibre une fois qu'on s'est blessé à la cheville et les réactions au niveau des muscles. Après la pause, la suite de l'affrontement entre le PSG et l'Olympique lyonnais. Nous poursuivons avec le match des géants du foot français opposant l'Olympique lyonnais d'Alexandre Lacazette et le PSG de Zlatan Ibrahimovic. L'heure du match qui oppose les deux géants français au Stade Saputo va sonner. Quelques minutes avant l'affrontement, les spectateurs ont la chance de voir leur vedette du petit écran en chair et en os à seulement quelques centimètres d'eux. C'est le plus beau cadeau pour un fan. Et parlant des fans, que représente le trophée des champions pour eux? C'est le premier trophée de la saison, donc c'est très important. Ça peut démarrer la saison pour un club, ça peut être, si par exemple Lyon venait à gagner, ça pourrait lancer leur saison, tandis qu'ils viennent à perdre, ce qui risque d'arriver contre une grosse équipe de Paris, ça risque de travailler dans le cerveau et puis faire un mauvais début de saison. Je vous vois avec un chandail de l'Olympique lyonnais. Est-ce que vous avez une certaine animosité face à cette équipe du PSG? La rivalité, elle est forte. Il y a encore pire, il y a Saint-Étienne qui est à 50 km. Et ça, c'est une très, très grosse rivalité, là. Le trophée des champions, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ici de l'avoir à Montréal? Pour moi, c'est une grande joie de l'avoir ici à Montréal. Je suis parisien, supporter du PSG depuis que je suis tout petit. Donc on les suit à la télévision tout le long de la saison. Donc le fait de les avoir ici, franchement, c'est une grande chance et une grande joie forcément. Et petite prédiction pour le match de cet après-midi? Parler à un Parisien, au moins 3-0. Bien sûr, c'est Paris, frère, c'est Paris. J'espère que Paris ne va pas tuer le match tout de suite, là. Les partisans de l'OL ont un pressentiment pour l'issue de ce match. Quoi qu'il en soit, les monstres du foot français embarquent sur le terrain. D'aussi près, David Luiz est impressionnant. Le géant brésilien d'1,85 m est prêt pour la guerre. Lorsque vous tenez tête à Chelsea, que vous battez Benfica, la Fiorentina, Manchester United, je peux vous dire que Paris, il est prêt comme jamais il a été prêt. Là, les Parisiens sont prêts. Là, il n'y a aucun problème. Vous verrez une très très bonne équipe de Paris. L'affrontement vient de commencer. Dès le début, Paris impose son jeu. Les joueurs sont confiants et ne démontrent aucune nervosité.
Les Lyonnais réussissent à s'organiser sur le côté gauche, tirent quelques salves en direction du gardien du PSG, mais sans toucher le filet. Le match s'annonce déjà difficile pour l'OL, qui doit faire face à une formation qui excelle en contre-attaque, tout comme en possession de balle. Un but tôt dans la première demi vient ébranler les joueurs de l'Olympique lyonnais. Clairement, le PSG n'a aucun complexe. Toutes leurs actions sont millimétrées avec précision. C'est la marque d'une équipe qui a pris l'habitude de compétitionner contre les grands d'Europe. Quelques minutes plus tard, un autre but du PSG soulève la foule au Stade Saputo. Edinson Cavani célèbre sous une pluie d'applaudissements. Ce but de trop a fait mal aux Lyonnais. Très mal. Les images captées parlent d'elles-mêmes. Sur le terrain, les joueurs ont le visage long. Plus le match avance, plus le PSG est en contrôle. Les Lyonnais sont emprisonnés dans leur territoire. Ils tentent désespérément quelques percées, mais en vain. Devant eux, les Parisiens sont impériaux. Les pressentiments se confirment et le PSG gagne le match 2-0. Même s'ils sont habitués de jouer dans les stades mythiques aux proportions gigantesques, l'expérience au Stade Saputo semble avoir plu au Paris Saint-Germain, comme en témoigne leur sélectionneur Laurent Blanc. Puisque j'ai vu les installations de l'Impact en 2009. Donc il n'y a qu'à voir le stade. Le stade a je pense, est le résumé de la progression de l'Impact de Montréal. J'y étais venu en 2009, il y avait, je sais pas, il y avait 300-400 personnes. C'était un tout petit stade. Le championnat MLS qui commence à prendre vraiment de l'importance. Et je pense que si le continent américain veut vraiment installer le football comme un sport majeur, ils vont réussir. J'espère que ça sera le cas. Voilà. Nous avons demandé à celui qui fut surnommé le président pendant ses années de gloire en tant que défenseur s'il se voyait évoluer en MLS. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, en tant que joueur, non. Ça, c'est sûr. Mais oui, pourquoi pas? Ça serait un challenge intéressant. Et surtout, un mode de vie, un mode de fonctionnement totalement différent que ce que l'on connaît en Europe. Le capitaine du PSG, Thiago Silva, maintenant. Un petit message aux fans montréalais qui sont déplacés au Stade Saputo pour vous supporter. Vous avez eu vraiment pratiquement une foule locale. Et je dis merci à tout le monde parce que c'était incroyable de jouer ici à Montréal. Et nous sommes très, très heureux de gagner les trophées de champion ici pour donner à tous les fans de Paris Saint-Germain sa félicitations. Est-ce que vous pensez que cette année, vraiment, c'est votre année au niveau de la Ligue des champions, entre autres? Tout le monde espère, mais c'est trop tôt encore pour parler. Mais on va travailler, on va essayer de jouer encore mieux que l'année dernière pour chercher ce titre-là, que c'est le rêve de tout le monde. Force est d'admettre que le 1er août, le PSG était seul sur le terrain. Quant à l'Olympique lyonnais, même s'il demeure l'un des meilleurs clubs formateurs au monde, il leur sera difficile de compétitionner contre cette machine de guerre parisienne à moins d'un investissement financier considérable. C'est aussi ce que les autres clubs de la Ligue 1 devront faire pour suivre l'ascension fulgurante du PSG. Après la pause, l'arrivée de Didier Drogba à Montréal sous la loupe de JSTV. L'arrivée de Didier Drogba à Montréal a fait toute une onde de choc dans le milieu du soccer. Voici un reportage exhaustif au sujet de son arrivée à Montréal et de sa conférence de presse au Stade Saputo. On se souviendra toujours de l'arrivée aux allures surréalistes de Didier Drogba. Près d'1 millier de personnes s'étaient rassemblées pour voir la superstar de Chelsea et de la Côte d'Ivoire. La foule, les cris, un néophyte aurait même pu croire qu'une vraie rockstar venait d'arriver. L'équipe de GSTV s'est rendue à la conférence de presse de Didier Drogba afin de vous en présenter quelques bons segments. Première question, qu'a-t-il pensé de l'accueil qu'on lui a réservé? It was crazy. I didn't expect that. You know, and really I want to say thank you because you made me feel at home like from the first second that I landed in Montreal. So thank you very much. Que pense-t-il de Montréal maintenant? Vraiment une très grande ville et de l'impact. J'ai eu l'occasion de regarder un petit peu les matchs en Champions League où l'équipe a fait un parcours extraordinaire.
avec le support de son public. Voilà, c'est le genre d'expérience que j'ai envie de vivre dans cette nouvelle aventure et je suis un homme de défi et je pense que là, il y en a un beau devant moi. Troisième question. Est-ce que vraiment la MLS et entre autres les performances de l'équipe ont un écho jusqu'en Europe là-bas? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des joueurs un peu pionniers, je dirais un peu plus de ma génération, après David Beckham. Voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, un joueur comme Frank Lampard, Steven Gerrard, David Villa vont dans ce championnat-là, donc ils sont en train de donner une valeur ajoutée au championnat. Donc forcément, avec toute cette force européenne qui arrive, le championnat aura encore plus de visibilité sur la scène européenne. Il y a beaucoup de matchs de MLS qui passent en Europe, donc on sait où on met les pieds, on va dire. Comment croit-il qu'il va s'adapter à Montréal maintenant? Vous savez, je suis quelqu'un qui a quitté quand même la Côte d'Ivoire à l'âge de 6 ans. Et j'ai vécu loin de mes parents et j'ai beaucoup bougé de ville en ville, tous les 2 ans, tous les ans. Donc la capacité d'adaptation, pour moi, c'est pas un problème. Et maintenant, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment dans la ville de Montréal? Moi, ce que je vais apporter, c'est ma mentalité. Je viens ici pour gagner. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Si je me sens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si je me sentais cramé, je n'aurais jamais relevé ce défi. Je pense qu'à 37 ans, on a pu voir la saison dernière quand même que sur les derniers matchs et au début de saison, j'ai pu répondre présent lorsque le coach avait besoin de moi. C'est juste l'envie d'être un peu plus sur les terrains qui était pressante, d'où ce départ. Ensuite, pour ce qui est du rêve américain, moi, mon rêve, c'est de remporter des trophées. C'était notre topo spécial au sujet de Didier Drogba. Le nouveau joueur désigné de l'Impact de Montréal, le numéro 11, number 11, Didier Drogba. Après la pause, nous vous proposons une recette de frittata qui vous permettra de faire exploser vos performances sur le terrain. Il existe plusieurs façons d'optimiser les performances d'un joueur lors d'un match. Cette semaine, nous vous proposons une recette de frittata. De quoi tenir bon pour au moins 90 minutes. Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par les œufs. Je suis toujours en compagnie de mon ami Stéphane Fontaine. Et Stéphane, aujourd'hui, tu nous présentes une autre belle façon d'apprêter les œufs en nous préparant une frittata. En fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la maison de frittata, c'est comme une genre de quiche, mais il n'y aura pas de croûte en dessous. Et là, tu faisais le comparatif avec la quiche. Alors, on va mettre ça au four, j'imagine, pour la cuisson. Alors, on va calculer de 25 à 30 minutes de cuisson, alors le prendre en considération avant le match. Alors, tu nous présentes tout ça? Oui, on y va. La frittata d'avant-match contient 365 calories, 9 grammes de glucides et 25 grammes de protéines. Nous vous recommandons de la consommer 3 heures avant un match ou un entraînement afin d'optimiser vos performances. Vous aurez besoin d'épinards frais, d'œufs, de poireaux émincés, de champignons portobello, de fromage parmesan râpé, de lait, d'huile d'olive, d'un assaisonnement de poivre au citron et d'un mélange de fines herbes italiennes. D'un côté, on commence par faire revenir les poireaux à feu vif, on y ajoute les champignons, les assaisonnements, puis on termine la cuisson en ajoutant les épinards. De l'autre côté, on casse des œufs, on ajoute du lait et on fouette le tout énergiquement. On verse notre mélange d'œufs cuits sur les légumes dans un moule à cuisson, on ajoute un peu de parmesan et on met le tout au four à 350 pendant 25 à 30 minutes. Et voici le résultat. Encore une fois, une très belle assiette, Stéphane. Félicitations. Oui. Je regarde rapidement, il manquerait peut-être un petit peu de glucides. Qu'est-ce que tu proposes? Pour avoir un repas complet, peut-être un demi-bagel, un crouton de pain, accompagné d'une belle petite salade de fruits comme dessert et le tour est joué. Excellent. Merci beaucoup, Stéphane. Un plaisir. On va aller rejoindre Eve Crépeau qui répond à notre question nutrition de la semaine. Je suis en compagnie d'Eve Crépeau pour répondre à la question nutrition de la semaine. Eve, qu'est-ce que tu recommandes aux joueurs de consommer entre deux demi pour conserver leur niveau d'énergie?
En fait, le but pour pouvoir être capable de courir encore la deuxième demi, c'est de refaire sa réserve d'énergie. Et ça, on y arrive comment? Avec les glucides. Donc là, on veut quelque chose de rapide à digérer et de très riche en glucides, comme par exemple les fruits. Le jus de fruits, tout ce qui est fruits comme bananes, oranges, des quartiers d'orange, c'est rafraîchissant, c'est super facile à manger en 2 demi. Ça peut être des raisins, peu importe le fruit, c'est vraiment ce qui est le plus facile à digérer, le plus rapide et le plus efficace. Et juste pour apporter une précision, est-ce que ce serait bien, par exemple, de manger une barre de chocolat? La barre de chocolat, ici, ce serait une erreur. Pourquoi? Parce que le chocolat, oui, c'est sucré, mais c'est pas que du sucre. Il y a beaucoup de gras dans une barre de chocolat. Donc là, ça serait beaucoup plus difficile à digérer et ce serait vraiment pas l'idéal pour refaire sa réserve d'énergie. Merci, Ève. Ça me fait plaisir. Je suis en compagnie de Gianni à la boutique Passion Soccer à Saint-Léonard et aujourd'hui, Gianni, tu nous présentes des souliers artisanaux. Oui. C'est quoi les principales différences entre des souliers artisanaux et des souliers de marque populaire? Je dirais que c'est dans la qualité de matériel utilisé pour fabriquer les souliers, l'effet que ce sont des souliers faits à la main et aussi l'ajustement du soulier au pied, c'est le plus proche comme un soulier de professionnel, comme les grands vedettes en Europe. Mais vraiment, tu ouvres la boîte, tu portes le soulier, puis déjà, ils sont confortables. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et le cuir, c'est si souple. La touche de balance est si incroyable que c'est vraiment ça les deux grosses différences. Tu disais aussi que ces modèles-là sont fabriqués en quantité limitée. Pourquoi? Des compagnies qui font des souliers artisanaux, la décision, c'est vraiment de concentrer sur la qualité. Quand tu décides de fabriquer moins de souliers, la décision, c'est pour avoir un meilleur contrôle de qualité du produit. Alors, c'est pas pour rendre les choses plus rares sur le marché, mais vraiment d'être capable d'assurer que le produit qui est vendu, qui est là sur le marché, c'est la meilleure qualité possible. Bon, j'aime l'idée que la qualité est contrôlée et tout ça, mais j'imagine que le prix vient avec. Pas nécessairement, non. Je dirais vraiment le prix, c'est similaire à des autres souliers haut de gamme des fabricants qui font ça au commercial. Puis en terminant, qu'est-ce qu'il y a à retenir d'un soulier artisanal? C'est un soulier très confortable, un cuir exceptionnel, incroyable touche de ballon, puis un soulier qui rapproche le plus possible à un soulier professionnel. Merci, Gianni. De rien, merci à toi. En espérant que cette émission spéciale de GénérationSoccer.tv vous a plu. À la prochaine! GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. L'équipe de GénérationSoccer.tv est habillée par Diadora.